Bamako, ville d'embouteillage, on ne cessera de le répéter et avec la dégradation des routes, on assiste tous les jours à des accidents de la circulation. Usagers et services d'entretien routier se rejettent la balle. Ségou et les charrettes, malgré l'avènement des moyens modernes de transport, les Ségouviens restent toujours attachés aux charretiers. Quel est leur impact socio-économique sur leur quotidien? La réponse dans ce journal. L'événement sportif du week-end a vécu. Le Djoliba AC a battu aujourd'hui son grand rival, le Stade malien de Bamako, 2-0. Une bonne opération pour les Rouges dans les matchs de poule de Coupe de la Confédération africaine de football. Nous sommes dimanche 5 août, déjà 17e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, l'unique de la soirée. Ici, à Bamako, en cette période hivernale, nos routes sont mal en point. Impossible de circuler normalement. Si ce n'est pas des nids de poules qui s'ouvrent au beau milieu de la chaussée, c'est la terre battue qui couvre et ronge le bitume. Et du coup, on assiste à des collisions et autres accidents dus à cette dégradation avancée de certaines de nos routes. Les usagers de la route se posent des questions, justement, sur l'utilisation faite de l'argent des vignettes et des postes de péage. Les services chargés de l'entretien routier évoquent, eux, le manque de moyens pour assurer l'entretien correct, mais ils tentent tout de même de soigner, comme ils peuvent, les routes nichées. La route dans tous ses états, c'est un reportage signé Sidiki Dambélé. La route à Bamako, dans tous ses états. Des usagers sont obligés de choisir leur nid de poule, devenus par endroits des nids d'éléphants. Impossible de les éviter. Sur certaines voies, on ne distingue plus le bitume, totalement rongé par la terre battue. Conséquence, bonjour collisions, crevaisons et courbatures, et coups de gueule des usagers. La voie là, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on la répare. Sinon, nous, les motocyclistes là, on est très fatigués. Vous voyez l'état? S'il pleut là, on ne peut même pas passer par là. On est obligé de rouler là où passent par les véhicules. Ça peut amener un embouteillage et créer des accidents. À ma femme, pourquoi éviter? À ma femme, pourquoi éviter à mon temps? Ma bien accident de Bekaka. Donc, nous, autorités, nous, comme ça, vraiment, là, le plus rapidement possible. Avec que ça, mon consommateur. Chaque fois, l'accident me cale. Ces trous sont infernales. Ça ne peut provoquer que des accidents graves de la circulation. Même l'autre jour là, moi des fois je prends la moto. Il y a une Toyota Corolla qui a voulu éviter ces trous là. Il a voulu me rentrer dedans. Vous voyez ce que ça peut causer? Au niveau du carrefour de l'autogare de Sogonikou, hop là. L'on est obligé de zigzaguer en milieu de cette petite mare de 3 mètres qui dicte sa loi aux usagers et aux policiers. Ça amène le ralentissement des véhicules. En même temps, ça cause les accidents de la circulation routière. Ah ouais. Bon, les trous là, ça, vraiment, il faut que ces trous-là soient remplis. Une fois remplis, ça amène l'équilibre de la voie publique. Ça ne peut faire que de torturer les essieux de la voiture. Ça ne peut faire que torturer les roues de la voiture. Hein? C'est vraiment grave. C'est pas bon. C'est pas bon pour les véhicules. Vous n'avez encore rien vu. Imaginez. La nouvelle voie qui mène au 3e pont, construite à peine une année, connaît déjà un début de dégradation avancée. Dans les mêmes prolongements, ne soyez pas étonnés de voir des pneus et des chaises anglaises usagées pour prévenir du danger sur la voie trouée. Lancer un appel pour qu'on puisse bien réparer ça, parce que nous les motocyclistes là, nous payons les vignettes. Et si on paye les vignettes, notre voie, on ne répare pas ça. Est-ce que ça c'est bon? Question. Où sont passés les services techniques chargés de l'entretien de ces voies? Les services techniques sont là. C'est-à-dire que généralement, quand on fait une route neuve, dès le premier jour de la mise en service, la route a besoin d'être entretenue. Donc c'est ça qu'on appelle l'entretien préventif. On prévient les dégradations.
Au bout d'un certain âge, si c'est les routes revêtues en enduit superficiel bicouche, on en a pour 5 ans. 5 ans, il faudrait obligatoirement faire un entretien périodique qui va consister à refaire le tapis, la couche de roulement. Si c'est des routes revêtues en enrobé, c'est-à-dire que c'est au bout de 7 ans, 10 ans, 15 ans qu'il faudrait repasser encore ce tapis. Parce que, vous savez, le bitume, c'est des matériaux chimiques qui, avec le temps, perdent certaines caractéristiques. Malheureusement, dans notre cas, qu'est-ce que nous constatons? C'est que cet entretien périodique, faute d'argent, on a toujours tendance à les différer. Et qui diffère aujourd'hui un investissement paiera plus cher. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. À Bamako, c'est la mairie du district, à travers la direction des services urbains, de la voirie et de l'assainissement, qui est chargée de l'entretien des voies urbaines. Mais le maire n'a pas voulu se prononcer sur la question. Il nous a envoyé paître. La Géoroute, de son côté, essaye tant bien que mal de colmater les brèches sur les routes nationales qui relèvent de sa compétence. Il y a déjà des travaux qui sont engagés. Le pays a connu certes quelques perturbations en début d'année qui ont fait que ces programmes ont pris un peu de retard. Mais à la date d'aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau du district de Bamako et même du réseau intérieur, il y a des entreprises qui sont déployées. Mais la priorité est donnée à des tâches qui permettent de préserver l'intégrité de la route, tels que les ouvrages d'assainissement et les ouvrages d'art, les dallos, les buses, qui permettent d'évacuer les eaux. Parce qu'en cette période hivernale, il n'est pas très aisé de travailler sur la chaussée. Mais nous nous employons chaque fois que cela est possible de fermer ces trous, soit avec des matériaux provisoires tels que de la caillasse, ou bien quand le socle est sec, de le faire carrément avec de l'enrobé. Ce qui est sûr, une route mal entretenue, c'est bonjour les dégâts, car elle conduit toujours au garage ou à l'hôpital, voire même aux deux endroits. Et oui, ça c'est le visage de Bamako en cette période. À Ségou, en 4e région, c'est tout autre chose. La charrette, jadis utilisée pour les travaux champêtres, est en passe de devenir un moyen de transport incontournable à Ségou et environ, et cela malgré l'avènement des moyens modernes de transport. Les charretiers de Ségou, qui sont-ils? Que font-ils? Quel est leur impact socio-économique à Ségou et environ? Voilà autant de questions auxquelles notre reporter de l'ERTM Ségou, Fousseni Samake, a tenté de répondre dans cette enquête. Ils sont près de 4000 charretiers dans les communes de Ségou et Pelengana. Ces charrettes viennent des villages environnants et de la ville de Ségou, surtout les lundis, jour de foire de la capitale des Balanzans. J'exerce ce métier depuis longtemps pour entretenir ma famille. Les tasses que nous payons sont dans l'ordre de 8500 francs. Les ruraux qui ne sont pas habitués à la circulation posent problème, car ils entraînent des accidents. Les petits enfants aussi sont salués en ville. Et cela donne même le dégoût du métier, car ils ne respectent pas le code de la route. Ces charrettes ont un impact socio-économique important au niveau des populations. D'abord, le transport des personnes, surtout les forains, et ensuite le transport des marchandises, de l'eau, des céréales, des fruits et enfin des GIE pour le ramassage des ordures. On a transformé la charrette en transport humain. Ça a ses avantages parce que c'est moins coûteux. La charrette c'est 25 francs, maximum 50 francs pour se déplacer à Ségou. Maintenant c'est cet avantage surtout pour les femmes qui vont au marché. Nous prenons les charrettes parce qu'elles sont moins chères et peuvent prendre assez de bagages. L'usage de la charrette a des inconvénients. La précipitation des conducteurs provoque souvent des accidents entraînant des fractures. L'apport économique des charrettes pour la seule commune de Ségou en matière de taxes est estimé à près de 10 millions de francs CFA par an. L'avantage des charrettes à Ségou, c'est qu'au niveau des taxes communales, la charrette contribue énormément. Donc ça, c'est un impact très important pour la contribution que la charrette apporte pour la collectivité même et à Ségou. En réalité, c'est les conducteurs de charrettes qui ne respectent pas l'itinéraire
que la mairie les a donnés. Les conducteurs sont des bras valides et certains scolaires pendant ces vacances qui ne maîtrisent pas le métier. Il y a ces itinéraires qui doivent emprunter, mais généralement ce qu'on constate, c'est le contraire. Les charretiers ne doivent pas emprunter la RN6. Ils ne doivent pas circuler le long de la RN6. Ils peuvent traverser la RN6, non sillonner la RN6 tout au long. Les charretiers doivent laisser vraiment la RN6 parce que sur la RN6, une charrette sur la RN6, 2 véhicules ne peuvent pas passer. Comme il y a une rue bitumée à côté de la RN6, les charrettes peuvent pratiquer cette rue bitumée. Mais malheureusement, l'incivisme des charretiers, ça pose problème à Pelengana. Parce que chaque accident de Pelengana, c'est provoqué par les charrettes. Malgré les sensibilisations des différentes autorités, on déplore le non-respect du code de la route, les trajets interdits, la non-immatriculation des charrettes et l'absence des catadiopes entraînant souvent des accidents mortels. La population devient assez grande. S'ils pouvaient rester en dehors du centre-ville, ce serait mieux. Ou bien leur donner des artères qui ne sont pas assez fréquentées par les véhicules. Et moi, je pense que les autorités doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. On a beaucoup sensibilisé. Il est grand temps d'appliquer les textes pour que les gens se soient civiquement bien formés. L'heure est donc à une implication de tous pour une bonne gestion des charrettes à Ségou. Mesdames et messieurs, cela vous fera sourire, mais c'est l'adage qui le dit. Quand on va à Ségou et à l'entrée de la ville, il n'y a pas de charrette, de charretier pour vous accueillir. Mieux vaut faire tout simplement marche arrière. Nous continuons le cours de ce journal, l'actualité hors de nos frontières. La pollution du delta du Niger s'invite dans les débats. Les nappes en sont responsables. Les habitants ont porté plainte contre les compagnies pétrolières et prennent leur mal en patience. L'année dernière, un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement révélait que la dépollution du pays Ogoni dans le delta du Niger prendrait au moins 25 ans et coûterait $1 milliard les 5 premières années. Dévastée par 50 ans d'exploitation pétrolière, la région a besoin de la plus importante opération de nettoyage jamais entreprise dans le monde. Mais un an après, les habitants constatent que rien n'a commencé. À l'heure où je vous parle, de 2011 à maintenant, rien n'a été fait pour améliorer la situation. Près du village de Bodo, où les habitants vivent principalement de la pêche, des nappes de pétrole continuent de flotter près du rivage et la mangrove est rongée par les hydrocarbures. Après d'importantes fuites de pétrole en 2008, 11 000 habitants de la région ont déposé plainte à Londres contre Shell. La compagnie anglo-néerlandaise n'a admis qu'en partie sa responsabilité. Selon elle, la pollution est due aussi au siphonnage des pipelines. Ce que nous attendons, c'est le jugement à Londres. Et s'il ne va pas dans le sens que nous espérons, nous réfléchirons à d'autres moyens. Le mois dernier, le ministre nigérian du pétrole a annoncé un plan de nettoyage des hydrocarbures, mais il reste à en définir l'étendue et à trouver des financements. Le gouvernement fédéral doit savoir que nous n'allons pas laisser enterrer le rapport des Nations Unies comme beaucoup d'autres. La question sera soulevée et restera prioritaire tant que rien ne sera fait pour le pays Ogoni et pour la région du delta du Niger. 5 milliards de dollars d'amende ont été infligés à Shell par le Nigeria pour la marée noire survenue en décembre 2011 autour des installations offshore de Bonga. La compagnie conteste le montant et continue d'engranger des bénéfices, tandis que des millions d'habitants du delta ont à peine de quoi survivre. La crise syrienne avec cette guerre de communication qui s'installe. Le régime de Bachar al-Assad accuse l'opposition de violence. Un charnier vient d'être découvert, charnier qui serait le fait des rebelles. Cette présentatrice de la télévision d'État syrienne annonce la découverte d'un charnier dans le quartier rebelle de Yalda, au sud de Damas. Une vingtaine de corps ont été retrouvés par les autorités dans une décharge publique au milieu d'un tas de gravats. Il s'agirait d'habitants du quartier et de soldats du régime. Difficile de les identifier, les corps ont été mutilés ou brûlés. Mais pour cet homme, pas de doute, le massacre est l'œuvre des rebelles. Je suis chauffeur de taxi et j'ai pu les voir. Je les ai vus lorsqu'ils les ont tués.
Le sud de Damas était le dernier bastion des rebelles dans la ville. La plupart se sont repliés vers le nord du pays. Les forces armées pourchassent les groupes rebelles, là où de nombreux terroristes ont déjà été tués ou arrêtés. Un tiers d'entre eux ont pris la fuite. Avec cette découverte macabre et la reprise totale de la capitale syrienne par le régime, Bachar al-Assad veut marquer des points dans l'opinion publique. Pourtant, non loin de là, dans un quartier voisin, un homme cagoulé amène des observateurs de l'ONU sur le lieu d'un autre massacre, œuvre d'une milice pro-Assad. Il leur raconte comment la milice de Shabia est venue massacrer tout le monde. Les habitants de ce quartier se sentaient protégés par le régime, mais maintenant ils n'y croient plus. Ici, contrairement à Yalda, les rebelles sont mieux perçus que le régime. En Syrie, pour marquer les esprits et gagner des partisans, il faut montrer les horreurs de l'autre. Dans cette guerre civile, l'arme en vogue est désormais la communication. Retour à l'actualité nationale, l'ambassade du Burkina Faso au Mali respecte la tradition de concert avec la mairie de la commune 3 du district de Bamako et le cantonnement des eaux et forêts rive gauche a reboisé la forêt classée de Koulouba. C'était ce matin, on les voit sur ces images, environ 300 pieds d'eucalyptus, des jeunes plants d'anacardium, de citronniers et goyaviers sont plantés au flanc de la colline du palais présidentiel. Ce reverdissement de la réserve de Koulouba en ce 5 août s'inscrit dans la mouvance de la célébration de l'anniversaire du Burkina Faso. À travers cette plantation d'arbres, les Burkinabés veulent contribuer à lutter contre les effets néfastes du changement climatique. L'ambassadeur du Burkina Faso, Sané Mohamed Topan, a profité pour remercier les autorités maliennes de tout leur accompagnement pour le bon accomplissement de sa mission. Les frères et sœurs burkinabés ont également formulé des bénédictions pour le retour de la paix dans le nord du Mali. L'association des Amis de la Nature, nous restons dans le même chapitre, l'association des Amis de la Nature a, elle, procédé à Niamana 866 logements sur la route de Ségou au lancement de sa campagne de reboisement. Cette année, les Amis de la Nature entendent planter plus de 600 pieds d'arbres composés entre autres de Nîmes, d'eucalyptus, du caïcédra. La campagne va concerner 4 sites. Voilà, un acte de civisme pendant cette période d'hivernage. Football, Coupe de la Confédération, je vous le disais dans le titre, le Djoliba Athletic Club réalise la bonne opération dans le groupe B de la phase de poule. Lors de la première journée, le Djoliba AC a battu son grand rival, le Stade malien de Bamako, 2-0. Le résumé du match avec Khalifa Namatraoré. On attendait un grand match entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. On assiste plutôt aux cavaliers seuls des rouges dans ce match inaugural de la Coupe de la Confédération. Soucieux de réussir une grosse saison 2011-2012, les rouges de Bamako se mettent dans une position confortable dès la 4e minute. Cette fois-ci, le ballon il est aérien. Le corner de Issa Traoré est victorieusement repris de la tête par Salif Koulibaly. Le Djoliba AC ne pouvait espérer mieux. La réaction du Stade malien de Bamako s'est fait attendre en vain. Certainement sous le poids d'une première journée face aux ennemis intimes, les Blancs pêchent par leur mauvaise organisation et surtout le manque de détermination. Les consignes reçues à la pause n'ont pas apporté d'amélioration dans le jeu. Le Djoliba AC, plus volontaire et plus réaliste, met fin au suspense en obtenant un second but, œuvre de Mahaman Sissé à la 69e minute. À l'image des supporters, les Rouges maintiennent le rythme et obtiennent une victoire précieuse pour la suite de la compétition. Les Blancs se doivent de corriger les nombreuses lacunes. La victoire d'aujourd'hui, je dis, ce n'est seulement les reflets de ce qu'on avait toute la saison de la part de Djoliba. Au départ, je ne m'attendais pas à ce sport de Dézourou. Je m'attendais quand même à gagner contre cette équipe qu'on a d'ailleurs bâtie cette année 2 fois. Connaissant déjà leurs faiblesses, on a misé sur ça, sur ces faiblesses, et quand même essayé de prendre leurs points forts. Mais aujourd'hui, le stade m'a quand même surpris
par rapport au dernier match qu'on a en championnat, ce n'était pas vraiment la vraie forme du stade. L'adversaire, il mérite la victoire. Je les félicite. Donc ça doit être des leçons pour nous encore. Et puis on va en profiter pour essayer de corriger ceux qui n'ont pas marché. Ça fait 6 journées. Nous sommes au tout début des rencontres. Je sais que la prochaine fois, le stade va jouer juste à sa vraie valeur. À l'issue de cette première journée, le Djoliba AC est leader du groupe B avec 3 points, suivi du Wydad Casablanca et AC Léopard du Congo. 1 point, le Stade malien de Bamako à 0 point. Lors de la deuxième journée, dans 2 semaines, le Djoliba AC recevra la formation congolaise des Dolisiers et le Stade malien de Bamako se déplacera à Casablanca. Sport football, toujours championnat national de Ligue 1. Hier au stade Ouezin Koulibaly, les 11 créateurs de Nyarela ont battu l'association sportive de Bamako par le score de 5 buts à 1. C'était pour le compte de la 28e journée suivie par Kumba Nyambele. 3 cartons jaunes, 9 corners, 12 balles arrêtées, 1 penalty et 6 buts inscrits. Voici ce match en chiffres entre les 11 créateurs de Nyarela et l'association sportive de Bamako. D'entre deux jeux, les 11 créateurs profitent de la première occasion et allument la première bougie par Koké Konadjigi à la 3e minute, 1-0. Mais Malik Berté égalise pour l'ASP à la 29e minute. Une joie de courte durée. 7 minutes plus tard, Moussa Sissoko de la tête signe les buts du 2-1 pour l'équipe de Nyarela. Ce score nous mène à la mi-temps. À la reprise, les protégés de l'entraîneur Noum Diané prennent le contrôle du ballon et pressent. Toute chose qui leur permet d'inscrire aux 81e et 83e minutes respectivement par Mahmoud Bessissé et Mamadou Koulibaly les 3e et 4e buts. Ensuite, pour clore le festival, l'équipe de Nyarela obtient un penalty transformé sans problème par Amidou Sinaego. Résultat 5-1 en faveur des 11 créateurs. On avait vraiment besoin de prendre des points et je pense que ça c'est chose faite. Maintenant dans le jeu, je pense que techniquement, et ce soir, on était meilleur que l'ASB. On s'est créé beaucoup d'occasions de buts. On a marqué 5. Je pense que sur ce plan, c'était positif. Et défensivement, l'équipe était bien en place. Je pense que moi, je suis satisfait. Vous connaissez l'effectif de l'ASB durant tout le championnat. Mais aujourd'hui, quand on arrive avec un effectif qui n'a rien à voir avec l'effectif habituel, je pense qu'on n'a pas mal de choses à dire. Vous avez vu le match. L'objectif, c'était la 4e place parce qu'on avait les capacités, on avait les possibilités, on avait les éléments qu'il fallait pour jouer cette 4e place. Mais malheureusement, bon. Avec cette victoire, le maintien est donc assuré pour l'équipe de Nyarela. Beaucoup de football dans ce journal en Chine cette fois-ci. À peine arrivé, il fait parler de lui. Je voudrais parler de Didier Drogba. Doublé donc de Didier Drogba et 2 passes décisives d'Anelka avec leur équipe. L'Ivoirien Didier Drogba a marqué 2 buts lors de la facile et large victoire de son équipe en championnat de Chine, 5 buts à 1. Pour la 20e journée, l'Ivoirien qui a signé, on le rappelle, en juin dernier, un contrat de 2 ans et demi avec Shanghai Shenhua et devrait toucher un salaire hebdomadaire de 250 000 €. La nouvelle coqueluche de Shanghai Shenhua en Chine est bel et bien Didier Drogba. C'est la nouvelle coqueluche du club chinois de Shanghai Shenhua où il évolue depuis le 14 juillet dernier. Didier Drogba n'a pas déçu ses nombreux supporters. Son maillot numéro 11 était omniprésent hier dans le stade où il a joué son 2e match et marqué ses premiers buts. Un doublé qui a contribué à la victoire de son équipe, 5 buts à 1 face au club du Changzhou Grintao. Franchement, je n'avais pas l'impression de suivre le championnat chinois. Quand j'ai vu Drogba stopper et passer le ballon, je l'imaginais encore dans son club de Chelsea. Je n'en croyais pas mes yeux. Je suis tellement excité. Didier Drogba nous a offert son premier show en marquant 2 buts. Il nous a donné confiance. J'espère que notre club va jouer de mieux en mieux. Les supporters de l'international ivoirien ne sont pas les seuls à jubiler.
Le sélectionneur du Shanghai Shenhua Football Club est également ravi. Je suis tout simplement heureux pour les 2 buts de Didier Drogba. Je pense que c'est un grand encouragement pour lui. Après leur victoire d'hier, Didier Drogba et ses partenaires ont encore beaucoup à faire pour remonter leur club au classement. Il occupe actuellement la 12e place de la Super League chinoise. Impossible n'est pas Drogba. Sport athlétisme fait hier des championnats nationaux. La compétition a regroupé environ 300 athlètes. Cette 31e édition a été placée sous le signe de la fraternité sportive au service de la paix. Isaac Thienou, compte rendu. La compétition qui a vu la participation des ligues régionales, en plus des clubs affiliés, a regroupé environ 300 athlètes. Pendant 3 demi-journées de compétition, les athlètes ont rivalisé dans les épreuves de vitesse, de fond, de demi-fond et de concours. Cette 31e édition est placée sous le signe de la fraternité sportive au service de la paix. La présence des ligues de Tombouctou et Gao en est une parfaite illustration. Ça, c'est un signe de paix pour faire savoir à tous les Maliens que le Mali il reste indivisible. Sinon, nos athlètes ils ont des sérieux problèmes pour arriver à Bamako. Mais comme le Mali reste toujours vert, jaune, rouge, ils ont accepté le déplacement et venir assister à ce championnat. C'est en mettant du cœur qu'on a pu faire le déplacement pour venir ici. Maintenant, ce qu'on retient de cette compétition, c'est un signe pour l'unité du Mali. C'est un signe de fraternité. On a été vraiment bien accueillis, on a été bien installés. Cela prouve qu'il y a la paix que tout le monde recherche. Pas seulement le nord. Au Mali, nous n'avons même pas besoin de dire nord-sud ou est-ouest. Le Mali est un et c'est un pays unique. Contrairement aux autres années, l'édition 2012 n'a pas été couplée avec la Coupe du Mali. Généralement, nous organisons en fin d'année les championnats nationaux couplés de la Coupe du Mali. Mais vous tous, vous connaissez la situation que vit notre pays. Nous n'avons pas pu coupler cette année les championnats à la Coupe du Mali parce que les équipes n'allaient pas être à égalité. Quand même, nous pouvons nous réjouir parce que nous avions enregistré un grand nombre d'athlètes. Les athlètes de Gao et de Tombouctou ont quitté Gao et Tombouctou pour être présents à cette fête-là. Donc, on peut se réjouir que la fête a été vraiment très belle puisqu'on a enregistré la présence de tout le monde. Cette compétition ferme la saison sportive de l'année 2012 en athlétisme. Une page musique dans ce journal, Bella Mondo, la révolution musicale des femmes ivoiriennes. Bella Mondo, constituée de 10 femmes trentenaires, pour la plupart se partagent les rôles sur scène. Vêtues sur scène d'élégantes robes, pagnes africains, les artistes de Bella Mondo qui ont écumé les salles abidjanaises ont leur QG au PAMS. PAMS, c'est un quartier chic des 2 plateaux qui délivre un répertoire reggae, afrozouk et zouglou. Il a fallu la détermination d'un homme et les dernières volontés d'une mère sur son lit de mort pour que la Côte d'Ivoire possède son premier orchestre exclusivement féminin. Suivez. La révolution des femmes est en marche. Bella Mondo est le premier groupe 100% féminin de Côte d'Ivoire. L'idée vient pourtant d'un homme, un Canadien d'origine congolaise. Sa mère mourante lui a dit « Promets-moi de faire chanter les femmes du monde ». Né en 2007, le groupe est aujourd'hui composé de 10 femmes. Leur credo, bousculer la société machiste. Elles sont là pour vous aujourd'hui sur la place. Il n'y a pas que la femme au foyer, la femme qui est faite pour enfanter, non. Elle peut aussi prendre le devant des choses et jouer à des instruments tels que ce qu'on voit avec Bella Mondo et apprendre aussi aux hommes, hein, pourquoi pas, ce qu'elles ont comme connaissance. C'est fini, c'est fini, c'est fini, oh c'est fini. Ah, chaud. On a pris le pouvoir, on a pris le pouvoir, on a pris le pouvoir, on a pris le pouvoir. On voit toujours des femmes chanteuses, mais c'est quand même rare. C'est quand même rare de voir une femme à la batterie, à la percussion. Voilà, donc le défi de Bella Mondo aujourd'hui, c'est de dire que toutes les femmes, on peut y arriver, quel que soit le secteur d'activité qu'on choisit, on peut y arriver. Priska est l'une des pionnières du groupe.
Son premier défi, convaincre ses parents. C'est vrai qu'ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas au début, mais ils m'ont toujours soutenu, ils ont dit que c'est ce que je voulais faire, donc on laissait faire. C'est des chants qui ne sont pas des chants chrétiens. J'étais un peu, je tiquais un peu, mais après j'ai vu que, bon, il n'y avait rien de mal, c'est son métier, c'est ce qu'elle a choisi. Reprise ou chanson de leur cru, les Amazones de Bellamondo misent plus sur le message que sur le style. Le groupe se produira en Belgique dans quelques jours. Sortie du premier album en novembre, son nom, Révolution, bien sûr. Et oui, Bellamondo nous rappelle les Amazones de Guinée-Conakry. La centrale thermique de Balengue renforce ses capacités de 3 groupes électrogènes. Elle passe désormais à 4 grâce à un financement du gouvernement et de la Banque islamique de développement. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement s'est rendu sur les lieux. Hier, on a vu le ministre Alpha Bokar sur le site de Balengue. Par cette action, le gouvernement du Mali entend réduire les nombreux délestages auxquels le public bamakois était confronté. Un magazine juste après ce journal, une réalisation de Abdrahman Meiga. Autre rendez-vous après ce journal, on est dimanche, question d'actualité qui traitera de la célébration de la panafricaine, une table ronde, un débat qui sera animé par Abbas Fambouri Traoré et Mariam Traoré Sey qui signe son retour. Donc, question d'actualité juste après ce journal. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce présent journal. Vous serez avec Aïssata Ibrahim Meiga pour l'édition de 10h-13h. Ndei Sissoko prendra le relais quand il sera 18h et 20h45 pour la grande édition. D'ici là, on n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Merci et bonne suite de programme.